Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir un nouveau module intitulé La légende de l'homme à la cervelle d'or. C'est un module consacré uniquement à la première année baccalauréat professionnel. C'est un conte fantastique d'Alphonse Daudet. Commençons tout d'abord par les informations concernant ce module. Alors, comme vous voyez sur l'image, vous avez la première page de couverture de cette œuvre, consacrée bien sûr à l'analyse du paratexte. Le genre de cette œuvre, il s'agit d'un conte fantastique. Le titre, La légende de l'homme à la cervelle d'or, et faites attention à l'écriture du titre. La date de publication, c'était en 1869. Le siècle, c'est le 19e. Les registres dominants, c'est tout à fait le fantastique, le pathétique et le tragique aussi. Alors, son écrivain, bien sûr, c'est Alphonse Daudet. Commençons tout d'abord par un aperçu sur la vie d'Alphonse Daudet, sa vie personnelle, littéraire et aussi professionnelle. Alors, commençons tout d'abord par le nom. Alors, comme vous voyez bien, le nom, c'est Alphonse Daudet. Sa nationalité française. La date et lieu de naissance et de décès aussi, c'était à Nîmes en 1840. Meurt à Paris en 1897. D'autres œuvres du même auteur, Lettres de mon moulin, La chèvre de Monsieur Séguin et Les contes du lundi. Alors, ce sont les œuvres les plus célèbres. Alors, comme nous avons affaire dans chaque commencement de module, on voulait connaître auprès la biographie de l'auteur. Donc, il s'agit d'Alphonse Daudet, né à Nîmes. Alors, Nîmes, c'est une ville d'Occitanie, une région du sud de la France, le 13 mai en 1840, dans une famille catholique et légitimiste. Son père, Vincent Daudet, est un tisserand et négociant en soie. Donc, sa famille était aisée. Sa mère, Andeline, est la fille d'Antoine Reynaud, un riche négociant aussi en soie. Il passe la majeure partie de sa petite enfance à quelques kilomètres de Nîmes, dans le village de Bizous, où il fait ses études. Puis, il suit ses cours, ou bien les cours de l'institution Canivet à Nîmes. Son père ferme sa fabrique. La famille déménage à Lyon en 1849 et Alphonse entre en 6e au lycée Ampère de la ville. Donc son père a été ruiné, elle a fait faillite. Donc la ruine complète de son père en 1855 l'oblige à renoncer à passer son baccalauréat. Il devient alors maître d'études au collège d'Alès. Cette expérience pénible lui inspirera son premier roman, Le Petit Chose, et c'est parmi les romans les plus importants de cet écrivain. Elle est nommée aussi les Lettres de mon moulin. C'était en 1868, dans lequel il mêle des faits réels et d'autres inventés, comme la mort de son frère. Donc, rappelons que Alphonse était le benjamin de ses frères et sœurs. Désirant faire une carrière littéraire, il rejoint son frère Ernest à Paris en novembre 1857. Désargenté, c'est-à-dire elle a perdu tout son argent, tout son capital, il mène cependant une joyeuse vie de bohème, mais la fréquentation d'une dame de l'entourage de l'impératrice Eugénie
lui vaut de contacter une affection syphilitique, c'est-à-dire elle a été infectée ou bien elle a été affectée par la syphilis, extrêmement grave, avec des complications dont il souffrira toute sa vie. Donc c'est une maladie sexuelle transmissible. Elle a coûté cher, bien sûr, sa vie, collaborant dans différents journaux, notamment Paris, Journal, l'Universel et Le Figaro. Il publie en 1858 un recueil de vers, Les Amoureuses, et entame la même année une liaison avec Marie Rieu, une jeune modèle aux mœurs faciles. Il devient sa maîtresse officielle. Il rencontre l'année suivante l'écrivain Frédéric Mistral et ce sera le début d'une grande amitié. Alors on peut dire aussi que Alphonse Daudet était très attiré ou bien était très influencé par Émile Zola, par Balzac et d'autres écrivains réalistes. La correspondance nourrie qu'entretiendront les deux hommes pendant près de 40 ans ne sera ternie que lorsque Daudet publiera L'Arlésienne en 1869 et le roman Numa Romestan en 1881, caricature du tempérament méridional. Il connaît son premier succès en 1862-1865 avec La dernière idole, pièce montée à l'Odéon et écrite en collaboration avec Ernest Manuel. Donc on peut dire qu'Alphonse Daudet était un dramaturge aussi, un poète et un romancier, conteur aussi. Le premier vrai roman d'Alphonse Daudet, Le Petit Chose, est une histoire d'un enfant que l'auteur lui-même qualifie de sorte d'autobiographie, et écrit en 1868. Et en 1894, Alphonse décide d'écrire des romans de mœurs comme Froment, Jeune et Risler-Aîné, Jacques 1876, Le Nabat 1877, Les Rois en exil 1879. Consacrant l'essentiel de son œuvre au roman et au théâtre, il ne délaisse pas pour autant son travail de conteur. En 1872, il publie Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, dont le personnage est devenu mythique. Contes du lundi 1873. Un recueil de contes sur la guerre franco-allemande de 1870 témoigne aussi de son goût pour ce genre et pour les récits merveilleux. Puis, Daudet subit les premières atteintes d'une maladie incurable de la moelle épinière, causée bien sûr par sa maladie de la syphilis. Il continue de publier jusqu'en 1895 et meurt finalement le 16 décembre 1897 à Paris, à l'âge de 57 ans. Alors, après avoir reconnaître Alphonse Daudet, notre écrivain de cette œuvre, l'écrivain français, dramaturge, romancier, conteur aussi, poète, on passe ensuite au résumé de notre conte fantastique La légende de l'homme à la cervelle d'or. Alors, c'est un conte très court qui contient quelques pages, mais l'histoire est vraiment très riche. Alors, on va essayer de connaître au plus proche ce résumé, ou bien cette histoire. Alors, il s'agit d'un homme qui avait une cervelle d'or. Alors, enfant, il ignorait la composition de son étrange cerveau. Il apprit la vérité de la bouche de ses parents à 18 ans seulement. Il décide alors de quitter la maison familiale et s'employa à dilapider son or après avoir bien sûr donné, bien sûr quelques argent, bien une très petite partie de son or. Se rendant compte des ravages que provoquent ces dépenses sur son corps, il devient avare et misanthrope. Mais
Un jour, l'homme tomba amoureux et ce fut là son malheur. Durant 2 ans, il satisfit tous les caprices de sa femme jusqu'à perdre l'ensemble de ses richesses. Son épouse mourut sans raison et l'homme utilisa ce qui lui restait d'or pour payer son enterrement. Donc c'est un recueil bien sûr, de lettres de mon moulin. Alors les personnages de l'œuvre, ils ne sont pas nombreux, mais on va les reconnaître aussi quand même. Dans ce texte, nous retrouvons les caractéristiques des contes classiques. Tout d'abord, le personnage principal a une cervelle d'or. C'est le personnage principal. Elle est toujours désignée par une expression qui renvoie à sa condition et à sa particularité. Il n'est pas le seul à ne pas être caractérisé. Sa femme n'est décrite que de façon sommaire et n'est nommée que par l'expression telle que la petite femme, etc. Ceci est une caractéristique typique des contes de fées. Les personnages sont schématisés. Par exemple, la marchande n'est désignée qu'à travers sa fonction, sans autre description. De plus, le nombre de personnages est restreint, ce qui est également typique des contes. Le merveilleux est également très présent. En effet, le personnage principal possède une cervelle d'or, c'est-à-dire une tête d'or. Il y a l'idée que ce don rétrécit au fur et à mesure qu'il le dépense. Il ne lui restait presque plus rien de cette cervelle merveilleuse. Cette formule négative donne l'idée de la perte de sa cervelle. Nous retrouvons cette idée de perte dans d'autres contes comme La peau de chagrin de Balzac. Donc c'est des thèmes qui se répètent parfois chez tous les écrivains. Comme tous les contes, le texte est écrit au passé, mais les repères chronologiques ne sont pas clairs. Nous savons que, à quelque temps de là, l'homme tombe amoureux et se marie. Il y a donc une ellipse, c'est-à-dire que 15 lignes ne suffisent pas à raconter ces 2 ans de mariage. Donc l'ellipse est parmi les techniques narratives qui consistent à faire passer sous silence des événements. Ensuite, la mort de la femme marque également la mort du veuf. La chronologie se précipite. Nous avons l'expression alors on le vit. Cette action montre que cela suit l'enterrement. Il y a à peu près autant de lignes pour raconter ces quelques jours que ces 2 ans de mariage. Les lieux sont également indéfinis. Il n'y a que 2 lieux cités, mais sans être décrits. Donc la description est presque absente, presque n'existe pas dans ce conte. Ce flou concernant le temps et l'espace est caractéristique des contes. Parmi ces caractéristiques, l'histoire qui nous est contée est une histoire d'amour à la fin malheureuse. Dès le début, il n'y a pas de réciprocité dans ce couple. Il aimait du meilleur de son âme, c'est une hyperbole. Qu'il aimait bien aussi, hein? Donc les sentiments de sa femme sont beaucoup moins intenses par rapport à l'homme, à la cervelle d'or. Le groupe ternaire révèle alors soit sa coquetterie, soit son attirance pour les militaires. Il lui cacha jusqu'au bout le triste secret de sa fortune. Ils ne font pas confiance. Ils lui ment par omission. C'est un amour inconditionnel. Il ne lui survit pas. La mort de sa femme n'est pas expliquée. Donc on ne savait pas la raison de la mort de sa femme. 2 choses vont le tuer, l'achat des bottines.
Que lui importait son or maintenant? C'est un discours indirect libre. Cela nous permet de pénétrer la conscience du personnage. De plus, c'est une question, bien sûr rhétorique, ou bien question oratoire, à laquelle on ne cherche pas une réponse. Cela signe qu'il a fait tout ce qu'il fallait et aboutit à un dégoût de vivre ou bien à un suicide. C'est une dramatisation marquée par alors, qui marque bien sûr la fin ou bien la situation finale. La scène se passe de nuit, ce qui rend l'atmosphère pesante. Il est seul dans les rues aussi. Signe, c'est comme si les chaussures l'appelaient. Hein? Signe de dérision, il se tue, pour les chaussures. Pathétique, car il ne se souvient plus de la mort de sa femme, donc il est fou. Daudet émet un jugement de valeur sur ses personnages. Le narrateur semble omniscient, c'est-à-dire il sait tout. La peur le prenait. C'est parmi les indices, parmi les marques de la focalisation zéro. Le narrateur alors connaît les sentiments du personnage. Il y a également de l'ironie dans la façon de nommer la femme, oiseau. À elle n'a pas grand-chose dans la tête. Signe de légèreté, elle est frivole. Ou bien, poupée, c'est un être superficiel. La compassion avec le pauvre homme, une valeur affective ou bien ironique car l'homme est riche et n'est pas pauvre. Le suicide de son ami a déclenché l'écriture de cet apologue. On parle ici d'Alphonse Daudet. Charles Barbara est l'homme à la cervelle d'or par métaphore. À partir du cas de l'homme à la cervelle d'or, Daudet passe à une généralité. Le changement de temps le montre. Nous passons d'un récit au passé à une morale au présent de vérité générale. Cela montre quelque chose de permanent. Par métonymie, Daudet parle de tous les intellectuels. Ils sont exploités dans tout et ne reçoivent rien. La morale est un constat mis explicitement à la fin du texte. Daudet, tout comme La Fontaine, sépare ici le corps, c'est-à-dire la fiction, et l'âme, la morale de son apologue. Donc, il y a deux destinataires, la dame et les lecteurs. Daudet revendique ici la vérité. Donc, la morale qu'on peut déduire de ce conte fantastique, Alphonse Daudet reste célèbre auprès de nombreuses personnes pour ses lettres de mon moulin publiées en 1869. L'une d'elles intitulée La légende de l'homme à la cervelle d'or est le récit de la vie d'un homme abusé par ses poches parce qu'il possède un cerveau en or qu'il disperse naïvement. Le texte de Daudet, bien sûr, est un texte moraliste puisqu'il contient des leçons d'apprentissage. Dans cette nouvelle, la morale est explicite, c'est-à-dire elle est cachée. Elle est claire. Daudet détache un bref paragraphe du corps du récit et y expose assez clairement la leçon à tirer. Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau et paient en bel or fin. C'est pour eux une douleur de chaque jour. L'homme à la cervelle d'or est donc une métaphore de l'artiste, n'importe quel artiste, qu'il soit un écrivain ou un peintre ou encore un artiste, un acteur qui crée son œuvre en épuisant ses ressources intérieures jusqu'à ce que celle-ci soit épuisée et signe alors la mort.
réelle ou artistique, du créateur. Une seconde morale s'ajoute à celle-ci, c'est la passion amoureuse consume celui qui